Je travaille sur le meilleur, je travaille sur le plus économique, je travaille sur ce qui cause le moins de dommages et qui a la plus grande puissance de transformation. Alors moi, je m'appelle Nordine Laloux, j'ai 66 ans, j'ai été metteur en scène de théâtre pendant 30 ans et consultant en transformation pendant 20 ans. Très clair, lorsque je suis venu me former à l'appréciative, j'étais déjà très proche de cette démarche. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on pouvait amplifier, ce qui pouvait marcher, et non de faire un diagnostic et de faire le travail que font des consultants spécialisés, experts, avec des tableaux Excel et tout ce qu'on veut. Donc ce qui marchait, c'était trouver en fait l'ADN de l'entreprise de façon assez simple par rapport à ses résultats, son histoire, ses fonctionnements, et puis amener les équipes, les managers, parfois la direction, le COMEX, à prendre conscience de la qualité des éléments qui font fonctionner l'entreprise. Ça me permet de prendre des raccourcis, ça m'amène comment on pourrait dire ça, moi j'appellerais ça un réducteur de complexité. Évidemment, on a tous plein de questions, on se pose plein de questions, il y a plein d'idées qui arrivent. On a des amis qui nous conseillent, on a des expériences professionnelles, etc. Mais lorsque je pense à l'approche appréciative, je vais à l'essentiel très vite. Et puis je peux très vite construire des choses, être opérationnel, prendre conscience moi-même de la valeur de ce que j'ai déjà. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de connecter des niveaux très très vite. Dans l'appréciative, par exemple, il y a la phase dream qui est importante et puis cet apport-là de l'élément poétique, moi, qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire que ça ouvre sur une négociation avec soi-même, avec l'organisation, sur ce qui est rationnel, ce qui est quantifiable, et ce qui ne l'est pas, ce qui est plutôt de l'ordre de la génération, de la création, pour certains du spirituel. Donc de l'énergie, en fait. Alors ici on est chez toi au Maroc, aux Figuettes, un magnifique lieu qui s'appelle les Figuettes, à côté d'Assila. Je sais que tu as utilisé un peu l'approche Ouais. sans le savoir finalement, en créant ce lieu. Ouais. Enfin, sans le savoir et en le sachant. Et pour ça, on va continuer la conversation au sommet de ta maison. Par exemple, sur l'utilisation de l'appréciative, je prends un élément tout simple, les fondations de ce bâtiment qui fait 45 mètres sur 45 mètres. Je n'ai fait rentrer aucune machine et je n'ai fait les fouilles des fondations qu'aux endroits où j'allais construire. Donc j'ai fait une économie énorme. Je n'ai pas transformé l'écologie du terrain. J'ai laissé l'écologie du terrain comme elle était, dans sa puissance, et je n'ai occupé que des espaces utiles. C'est un élément parmi d'autres. Et en quoi c'est un lien avec l'appréciatif? Parce que je travaille sur le meilleur. Je travaille sur le plus économique, je travaille sur ce qui cause le moins de dommages et qui a la plus grande puissance de transformation. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant même dans les façons de travailler. Je prends un autre exemple. Les équipes de construction n'ont jamais vu le plan. Donc, ils étaient obligés de prendre de l'initiative. J'arrivais, et très souvent, ils me faisaient des propositions et ils avaient pris des initiatives extraordinaires. Donc le chantier a duré longtemps, il a duré 5 ans pour le gros œuvre. Hein. C'est un très gros bâtiment. Et progressivement, mes équipes, donc c'était des maîtres maçons, il n'y avait pas d'architecte, c'était moi l'architecte. Mes équipes sont mises à inventer des choses extraordinaires. Elles sont mises à prendre des initiatives qui ont été extrêmement heureuses. Effectivement, on peut imaginer ça dans le cadre d'une entreprise industrielle où d'un seul coup la responsabilité, l'initiative est valorisée. Donc tu veux dire que là tu parles du paradigme de l'émergence de l'appréciative, là où souvent on part avec des plans
Ah oui, bien élaboré, ouais, où tout est bien ficelé et on n'a pas de surprise à la fin. Donc oui, là, tu as... ouais. Je prends un autre exemple. J'ai accueilli ici, une fois que le bâtiment a été construit, un jeune artiste de Reims. À ce moment-là, il n'était pas connu et il est resté 3 mois. Et de sa propre initiative, il m'a gravé ce mur, entièrement. Je lui ai rien demandé, il l'a fait de sa propre initiative. Et c'est vraiment heureux. Donc il y a quelque chose dans l'appréciatif qui permet de libérer de l'énergie, d'amener les individus à avoir de l'inspiration. Euh, alors, effectivement, dans le cadre de cette maison, il était hors de question d'imaginer ça de façon euh, mathématique, rationnelle. C'est-à-dire que tout a été fait à l'initiative des gens. Je leur donnais quelques éléments, je les laissais libres. Je leur disais, faites au mieux. Je prends un autre exemple. Quand je venais faire le relevé du chantier, ils me laissaient des indices, ils me laissaient un balai, un seau par endroit. Donc je faisais le tour. Et je revenais avec eux, avec toute l'équipe, et je leur disais, quelle est la question, pour être sûr de bien comprendre. Et ils me disaient, c'est ça la question. Je leur disais, quelles sont les 3 bonnes options. Ils me disaient, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je leur disais, mais quelle est la meilleure? Et ils me disaient, celle-là. Ben, je leur disais, faites-le. Et ça a très bien fonctionné. Très, Donc très c'est bien. comme l'appréciatif qui fait confiance aux ressources disponibles et Oui, pas uniquement les ressources qui sont à disposition au sommet de l'organisation. absolument. Et puis surtout ça valorise les gens. Ça leur permet de mettre en jeu leurs talents. Moi, ils m'ont fait des choses extraordinaires. Vraiment. C'est des amis maintenant. Donc ça veut dire aussi que ça permet de créer une entreprise où la responsabilité, le talent, l'humanité fonctionnent ensemble. Au paysage, par exemple, vous voyez, regardez, c'est un paysage immense. Je me suis posé la question de l'appréciative en regardant le paysage. Qu'est-ce que je fais dans ce paysage? Ben, j'ai rien modifié. J'ai rajouté quelques éléments. J'ai monté en épingle quelques perspectives, pas grand-chose. J'ai pas voulu modifier. Même la végétation, j'en ai pas coupé beaucoup. Il y a des arbres qui ont 500 ans. Je vais pas les déplacer. Donc c'est aussi une économie du geste. Comment tirer parti de l'écologie, de l'écosystème et faire des gestes tout simples qui ont un rendement énorme. Donc tu es parti des ressources qui étaient à disposition. C'est tout. Il faut déjà les noter, les ressources, c'est pas évident de les noter, Les voir. les Il voir. faut les voir, oui. Et ensuite, j'imagine, tu les as amplifiées. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que personne n'imaginait qu'on pouvait poser une maison ici. Hein. Je suis venu, à force de venir, je me suis dit c'est ça la bonne orientation. Euh, j'ai modifié pratiquement rien, presque rien du paysage. C'est l'inverse, si tu veux, de la culture consiste à se dire j'ai un plan tout fait, fait en chambre, et puis je vais venir avec des bulldozers, je vais réaliser mon plan. On a fait l'inverse. On est venu là, on s'est installé, on a regardé, on a observé, on s'est demandé comment étaient les vents, comment le soleil se lève, quelles sont les terres. On a vraiment travaillé sur l'existant. Et la volonté de transformation, de domination n'était pas présente. Ce qui était présent, c'est comment cet espace qui nous a été donné, qu'on a acheté sur un coup de cœur, comment lui garder sa beauté, peut-être l'amplifier, et voilà, lui permettre d'exister. Et on a fait vraiment, c'est un travail de petites touches pour que ça devienne un ensemble très, avec beaucoup de diversité, par exemple. Donc on n'a pas d'idée de normes. On n'a pas mis les mêmes arbres bien alignés, tout ça, pas du tout. On a laissé des fourrés, on a laissé des choses sauvages comme ça. Ici, il y avait une haie immense. Ben, on a gardé des éléments. Il y a un point sur lequel on a été très attentif, c'est de ne pas se focaliser sur les défauts et de se focaliser sur les qualités. Alors ce bâtiment a beaucoup de petits défauts, mais il a d'énormes qualités. Et les gens, quand ils viennent ici, ils ne font jamais de remarques sur les défauts. Et ça a été vraiment une volonté de notre part, avec Cécile, de se dire, oui, il y aura des défauts, on va accepter qu'il y ait des défauts, mais on va aussi amplifier les qualités et on va
se concentrer sur les qualités plutôt que sur les défauts. Et effectivement, ça fonctionne, ça a fonctionné sur le chantier, mais ça fonctionne aussi sur les gens qui viennent séjourner ici. J'ai jamais eu de retour sur les défauts du bâtiment. Pourtant, il y en a. Il y a des choses qui ont cassé, il y a des portes qui ne se ferment pas tout à fait bien, il y a des petits défauts. Mais quand on voit par exemple ces façades, etc., c'est d'une telle beauté, d'une telle force, que personne ne fait de remarques sur les défauts. Donc dans les entreprises, on a beaucoup parlé, Bernard, quand on a fait ensemble des missions. Les gens, on met trop de ressources sur la correction plutôt que sur l'amplification. On met trop de ressources sur le zéro défaut plutôt que sur les qualités même des gens. Tu vois, beaucoup d'entreprises, on corrige les gens du matin au soir, mais on ne leur dit pas ce qu'ils font de bien, là où ils sont puissants, forts, intelligents. Et ça, pour nous, c'était vraiment un élément volontaire, conscient. Alors, c'est un endroit que mes amis appellent le toit du monde. Alors, le toit du monde, c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut imaginer. Ce qu'on imagine, c'est que la question, c'est d'être le plus haut possible. Ben nous, notre question, c'était d'être le plus bas possible, mais le plus ample possible. Donc plutôt que de monter en hauteur, on a voulu s'inscrire dans le paysage au maximum. Donc là, on a un panorama à 360. On ne peut pas avoir plus belle vue que soi. Et on n'écrase pas le paysage. Et on n'est pas visible à 2 km. Et on n'est pas obligé de tout mettre en blanc. Et c'est ample. Il y a plein de gens qui viennent là pour travailler sur le toit du monde parce que ça leur donne de l'élan. Ça les propulse dans le paysage. Et ce n'est pas simplement une intention de grandeur. Parce que moi, la grandeur, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre. C'est le fait qu'on ait de la beauté. Ça m'intéresse. Alors le paradoxe avec tout ça, c'est que on a tout construit sans faire entrer aucune machine, même pas une perceuse. Tout a été fait avec des outils très anciens, comme on le faisait au 19e siècle. Et une année, j'ai eu la visite de l'amicale des élèves de Harvard qui m'ont convoqué. J'étais étonné du bâtiment. Ils m'ont dit, il faut que tu nous racontes et tout ça. On trouve que tu as fait une restauration de ce bâtiment ancien extraordinaire. Je leur ai pas dit que c'était un bâtiment neuf. Et pour eux, ça avait une immense valeur. Alors du point de vue économique, c'est pareil. C'est-à-dire ce qu'on a produit et ce que ça vaut maintenant, on peut multiplier l'investissement en valeur aujourd'hui par 5. Ça a beaucoup de valeur. C'est très recherché. On a des gens qui viennent du monde entier pour être là. Pourquoi? Parce que c'est singulier, original, simple. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de... C'est des matériaux super simples. On a l'impression que ça a toujours été là. Finalement, c'est aussi ça l'appréciatif, c'est singulier, c'est simple, et ça a toujours été là. Il faut simplement aller chercher cela dans les histoires. Oui. On avait creusé. Oui, c'est ce qu'on a de commun entre la narrative et l'appréciative. Hein. C'est que les histoires, les forces et les ressources sont là. Mais souvent, on ne les voit pas parce qu'on est obsédé par des injonctions, des slogans. On va aller vite, on nous a raconté que... mais on oublie de regarder, on oublie de valoriser. Moi, le nombre de collaborateurs ou de gens que j'ai accompagnés qui n'ont jamais été validés. On leur a jamais dit, tu sais, tu as telle qualité, ce que tu fais, dans tel domaine, c'est vraiment formidable. On leur a dit, ah là, t'es un peu en retard, là, il faudrait que tu fasses plus d'efforts. Et c'est stérile, ça. Ce qui est vraiment générateur, c'est ce qu'ils font de bien. L'endroit, ils sont heureux, l'endroit, ils sont... Je crois qu'un des grands apprentissages, parce qu'effectivement, j'ai appliqué beaucoup de philosophie de l'appréciative et de la narrative en construisant cette immense maison, c'est qu'il faut accepter la diversité. Il faut accepter que la diversité puisse se compléter, s'organiser. On n'est pas obligé de tout maîtriser. On n'est pas obligé de tout détailler pour faire progresser quelque chose. On peut poser des points, mettre en exergue un autre point, choisir un axe, et d'un seul coup, la forme se fait
et ça devient original, intéressant, riche. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est le jardin intérieur. Ben, ce jardin intérieur, je l'ai planté en même temps que j'ai construit. Il a apporté autant à la construction que la construction au jardin. Donc on n'a pas cherché la norme, on a cherché la diversité, l'étonnement, les vraies ressources. Et les vraies ressources, elles ne sont pas abstraites, elles sont là, elles sont présentes. Ah, ok, mais pourquoi se former à l'EI finalement? Parce qu'il y a quelques bouquins comme ça basiques qui te permettent de développer le processus d'idée 5D, donc pourquoi se former à l'EI? Ben, moi, ce que je pense, c'est... tu vois, j'ai reproduit le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, là. On ne peut pas le voir parce que l'herbe a poussé, mais il est redessiné à l'échelle 1 en pierre. Donc on blanchit les pierres et puis parfois les équipes viennent faire un travail en commun. Ce qui est important dans la formation, c'est pas tant les idées que l'expérience elle-même. Là, quand les gens rentrent à 20 dans le labyrinthe et qu'ils s'aperçoivent que par moments ils sont devant, par moments ils sont derrière, par moments ils sont à côté, que quand ils pensent être au plus près, ils sont au plus loin, au plus loin, au plus près, qui peut les renseigner si ce n'est un ensemble, un groupe, le regard des autres, l'intelligence des autres. Donc on a ça, cette métaphore physique dans ce labyrinthe conçu au XVe siècle, magnifique. Mais dans les travaux de groupe, c'est l'expérientiel qui compte. C'est pas les idées, c'est bien, mais c'est ce que ça nous fait, ce que ça transforme en nous avec les autres. C'est pas une expérience solitaire, l'AI. C'est une chose plus ouverte que ça, plus vaste. C'est l'environnement, les autres, l'énergie, les partages. Et ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le comprendre tout seul en chambre, en regardant les principes. Qu'est-ce que tu as trouvé de spécifique dans l'information que tu as eue? À l'époque, la constitution du groupe, une grande diversité dans le groupe, des expériences humaines très très différentes, des métiers très différents, et donc des regards croisés, et puis une alternance de débriefs, d'exercices, d'expériences, seul, à 2, à 5. Et ça, c'était très très intéressant, très riche. J'en garde des souvenirs très forts, oui. Alors, je crois que moi, ce que j'ai apprécié à l'époque, c'était il y a quelques années, c'est que c'était d'abord une philosophie, un regard sur le monde, un regard sur ce qui existe, sur ce qui est déjà là. Et au départ, c'est pas aussi évident que ça, de changer sa façon de focaliser, ses lunettes, ce qu'on voit, ce qu'on valorise. On apprend progressivement à focuser, comme tu dis Bernard. Ce sur quoi on focus grandit. Et on apprend à arrêter de faire grandir les problèmes, par exemple. Et c'est un vrai apprentissage. Mais même moi, au début, c'était pas aussi évident. Je me disais, mais pourquoi nanana. Mais c'est une discipline, c'est une philosophie. Ça simplifie beaucoup de choses. Et on peut toujours se demander qu'est-ce qui est le plus important. C'est une bonne question. Parce qu'on est beaucoup attiré par une autre philosophie qui est la philosophie matérialiste du détail. C'est très dangereux. On est attiré par des détails qui n'ont pas beaucoup d'importance, pas beaucoup de force. Donc si on ne se dit pas arrête de focuser sur un truc qui n'a pas d'importance, ben on fait grandir ce qu'on ne veut pas, les problèmes, les idées pas intéressantes. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui est important. Et ça prend un peu de temps. En un mot, l'appréciatif, c'est quoi? Et si tu devais faire un geste qui montrerait l'appréciatif, ça serait quoi? Alors en un mot, l'appréciatif, c'est quoi? C'est un chat qui prend le soleil et qui se met là où il y a du soleil et pas à l'ombre. Et qui n'a pas de système de régulation comme les êtres humains, voilà, et qui est heureux, c'est un chat heureux. C'est devant nous. On regarde loin, mais c'est proche, c'est là, c'est sous nos yeux. Merci Nordine. Je t'en prie. Toi, tu nous accompagnes partout.